Alain Turcotte qui va venir nous parler un petit peu de son expérience de vie. Là, on va essayer de le rendre un petit peu nerveux. Pas facile. Mais il va venir nous parler de son expérience de vie. Alain, c'est quelqu'un qui a passé à travers nos murs. Donc, il a fait un retour aux études il y a quelques années. Parce qu'il est rendu vieux malgré tout ça, mais en tout cas. J'ai l'air vieux. Parce que j'ai commencé à travers vos murs. Ah, c'est bien dit. Fait que je vous laisse avec M. Alain Turcotte. Donc, je disais tout à l'heure, ça faisait, on avait calculé, ça faisait 23 ans que je suis passé à l'éducation des adultes. Ça semble que je les ai marqués parce qu'ils me demandent encore de venir jaser avec leurs étudiants. Fait que ça doit être parce que c'est intéressant. Quand Sébastien m'a demandé de venir vous parler, d'abord, c'est sûr que, excusez-moi parce que j'ai demandé de passer le premier, mais c'est vrai que j'ai une entrevue tout à l'heure à faire au CLSC. J'avais prévu, je pensais commencer à 1h, donc c'est pour ça que j'avais quand même cédulé une entrevue. Quand Sébastien m'en a parlé, au début, je trouvais que je n'avais pas grand temps de le faire, mais d'un autre côté, je lui trouvais ça important, parce que ce n'est pas la première fois qu'on me le demande. Donc, ça doit faire 2 ou 3 fois que je viens rencontrer des étudiants. Quand je viens les rencontrer et pourquoi j'accepte, c'est parce que je me dis, si aujourd'hui je réussis à vous faire poursuivre vos études, peu importe entre vous autres, puis je pensais qu'il y en avait 300-400 étudiants, mais là, je pense qu'il y en a qui avaient d'autres choses à faire. Mais si je réussis aujourd'hui à vous faire poursuivre vos études de par mon cheminement à moi, bien, j'aurai réussi quelque chose aujourd'hui, en plus de mon travail. Je vais vous parler un peu de mon cheminement. D'abord, je viens d'une très grande famille de 14 enfants. On est élevés sur une ferme. Et nous, dans ce temps-là, les études, n'était pas priorisé. On priorisait le travail. Donc, à partir de 16 ans, on travaillait sur la ferme, à partir de 16 ans, on allait travailler en forêt. Dans ce temps-là. Ça ne fait pas de 100 ans de ça non plus, mais on allait quand même travailler en forêt. Et de 16 ans à 20 ans, j'ai travaillé en forêt et je peux vous dire que j'ai détesté ça. Premièrement, je n'étais pas un gars de bois, puis je n'étais pas nécessairement un gros bonhomme. Aujourd'hui, on peut dire que je pèserais 125, mais dans ce temps-là, j'en pesais peut-être 85. Ce qui fait en sorte que j'avais un peu de misère à traîner ma scie. Pardon? On parle en kilo. Oui, oui. En US, mettons. Fait que c'est ça. Puis à partir de ma 20e année, j'ai dit, moi, c'est impossible que je continue à faire ce travail-là. Je détestais ça. Je me réveillais la nuit pour faire ça. Et j'ai eu l'opportunité de venir travailler sur la construction. Donc, j'ai travaillé de 20 ans à 30 ans sur la construction. Je faisais des planchers de bois franc, je faisais de la construction aussi, mais c'était plutôt dans la finition de plancher. Il y avait toujours, à ce moment-là, il y avait toujours une petite voix dans moi qui me disait « tu vas faire autre chose ». Je ne sais pas qui me parlait. Au début, je pensais que j'étais un peu schizo, c'est vrai, mais j'ai compris que c'était un peu un cheminement de vie qui faisait en sorte que j'allais aller plus loin. Donc, un jour, j'ai décidé de retourner aux études. Et passage oblige, j'ai dû passer par l'éducation des adultes. Pourquoi? Parce que sur la construction, j'étais quelqu'un qui adorait son travail. Par contre, j'étais quelqu'un qui ne lisait pas. J'étais quelqu'un qui... Je regardais un journal, je regardais les images. Je n'avais pas d'intérêt vers la lecture. Fait que quand j'ai recommencé au secondaire, j'ai été évalué et j'ai dû recommencer un peu en bas du secondaire 1. Au début, je trouvais ça extrêmement difficile et ardu parce que de commencer en bas du secondaire 1, je me disais, je finirai jamais de ma vie. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de regarder d'où je suis parti, où je suis rendu, puis où j'allais m'en aller. Fait que j'ai fait le choix de poursuivre, même si c'était difficile. Et avant d'embarquer dans les études, je suis allé me faire orienter. Parce que, vous savez, puis ça, c'est quelque chose que je suggère à tout le monde, c'est de passer par l'orientation. Parce que des fois, on peut avoir des forces dans une certaine sphère de vie, puis ces forces-là, dans les autres sphères, ne sont pas nécessairement utiles, ou il y a des limites. Fait que la conseillère en orientation m'a aidé à faire un choix. Moi, je voulais d'abord être policier. Et quand j'ai rencontré la conseillère en orientation, elle m'a proposé le travail social. Puis je vais vous dire, là, c'est vrai ce que je vous dis là, je ne savais pas c'était quoi un travailleur social. Le psychologue, je savais c'était quoi, mais à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi un travailleur social. Et ce que je lui ai répondu, j'ai dit, je ne veux pas être sur l'aide sociale, je veux travailler dans le ville. Elle m'a expliqué c'était quoi un travailleur social, et elle m'a fait lire là-dessus. Elle m'a fait passer les tests, et elle m'a fait lire sur le travail social. Et c'est là que j'ai vraiment compris que c'était
c'est ce qui me rejoignait le plus, encore beaucoup plus que le policier. À partir de là, j'ai décidé que c'était ça que je faisais. Donc, j'ai commencé des études avec Bruno, Alain, Marien. Il y a des gens qui ne sont pas là, qui n'étaient pas là à ce moment-là, mais j'ai commencé mes études et ça a toujours bien été. Ce midi, je jasais dans une classe avec Alain et je disais, je l'ai dit pour encourager, je ne l'ai pas dit pour épater les étudiants, mais j'ai dit que j'avais fait mes 5 secondaires en 7 mois. Parce que je suis sûr à 100% que ce qui m'avait aidé, c'est le fait que j'avais des objectifs clairs et que je savais ce que je m'en allais. C'est pour ça, tantôt, je vous disais, essayez de vous faire orienter. Parce qu'aller à l'école pour aller à l'école, c'est pas nécessairement une perte de temps, mais ça fait en sorte que ça ne travaille pas au niveau de la motivation. Fait que j'ai fait mes secondaires et après mes secondaires, bien là, il y avait encore là des choix à faire. Partir du secondaire à l'éducation des adultes et sauter à l'université, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. Tu sais, les petites dictées de 50, 60, 100 mots, puis quand tu tombes avec un travail de 100 pages, ça devient... Mais encore là, au secondaire, j'avais développé une façon de voir les choses. Puis ça, je ne sais pas si c'est un outil qui pourrait vous aider, mais moi, ce que je faisais, je visualisais toujours un escalier. Donc, chaque palier était un secondaire et chaque marche était un livre que je faisais. Ce qui faisait en sorte que, au lieu de me voir au pied de l'escalier et vouloir sauter en haut, je les montais une à la fois. Si j'avais plus de difficultés dans un livre, à ce moment-là, on pouvait aussi payer les professeurs pour qu'ils nous fassent avancer plus vite. Je ne sais pas aujourd'hui si ça marche encore comme ça. Mais je peux vous dire que des 20 $ à Bruno, je les donnais beaucoup. Non, c'est les enveloppes brunes qu'on a. Les enveloppes brunes. Puis je ne sais pas pourquoi, mais ils acceptaient toujours. Mais moi, je dors bien avec ça, c'est lui qui doit me donner. Non, c'est le fait de voir un escalier, pour moi, c'était de dire, bien, on va monter les marches une à une. Quand un livre était plus difficile, au lieu de sauter à l'autre marche, on prenait le temps de la remonter. Fait que moi, ça m'a aidé pendant tout ce temps-là. Tout le long de mes secondaires, ça m'a aidé. Et tout le long de mon université, ça m'a aidé. Tous les travaux, j'ai toujours visualisé l'escalier. Dans mon travail aujourd'hui, je m'en sers encore à l'occasion. Surtout pour monter au CLSC, parce qu'il y a un premier étage. Il faut que je monte là. Fait que moi, c'est un outil que je vous dis, puis c'est à vous autres, puis vous pouvez en développer n'importe quel outil, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que ça devient plus faisable, facile, plutôt que de... J'ai jamais vu quelqu'un qui partait d'en bas et qui sautait en haut. J'ai souvent vu quelqu'un en haut qui tombe en bas. Là. Mais ça, l'escalier peut vous permettre d'avoir un moyen pour réussir vos secondaires. Rendu à l'université, comme je vous dis, c'était pas évident parce que j'avais, à ce moment-là, je les ai encore de toute façon, j'avais 3 enfants. J'avais une maison, j'avais une conjointe. Donc, il fallait que j'étudie et il fallait aussi que je paye mes choses. Ça veut dire que j'étais entraîneur au hockey aussi. Ça fait que je travaillais la semaine. Puis en plus, nous, on restait à Dolbeau et l'université d'Ashkoutimi, donc on voyageait tous les jours. Fait que ça augmentait la fatigue plus. Le voyagement, c'était pas si pire parce qu'on se disait... pendant qu'on voyageait, on parlait de nos cours, donc ça nous aidait d'une certaine façon d'apprendre. Mais ça devenait fatigant à la longue de faire ça tous les jours. Et ce qu'on faisait, c'est que je travaillais aussi les soirs et les fins de semaine, puis je coachais au hockey. C'est sûr que je peux vous dire qu'à la fin des 3 ans de l'université, j'étais fatigué. C'était pas évident, mais j'ai réussi quand même. Par la suite, je dis souvent à la blague, puis ça, venez pas voler dans mon véhicule, les flots, là. C'est que je dis que je suis tombé millionnaire en faisant ça. Tomber millionnaire, ça veut dire que c'est au niveau des connaissances. Parce que moi, je suis en travail social, donc c'est l'étude du comportement humain. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, ce que j'adore, c'est étudier les gens dans le but de les aider. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne ferai pas d'analyse de personne, mais sauf que quand j'ai quelqu'un qui vient me voir à mon bureau, j'essaie de voir le plus possible qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne va pas nécessairement bien. Et ça m'aide à le faire. À travers ça, j'avais travaillé aussi avec un psychiatre 2 ans. Puis lui, il m'a aidé aussi à comprendre l'être humain à la base. Parce que le travail social, c'est l'étude du comportement. Tandis que la psychiatrie, ça nous aide à aller à la base du problème. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain a des problèmes et d'où part le problème? Fait que lui, il m'a aidé aussi à comprendre davantage tout ça. Dès ma sortie de l'université, j'ai travaillé au centre jeunesse. Tu sais, je vous l'avais dit au début, je voulais être policier. Au centre jeunesse, on faisait l'évaluation des signalements. Fait que ça faisait
C'est un travail d'enquête, en fait. On évalue vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas. On essaie de mettre en place des moyens pour éviter que ces enfants-là se fassent, ou en tout cas que leur sécurité et leur développement ne soient pas compromis. Par la suite, j'ai travaillé, puis pourquoi au début j'ai fait plein de postes? C'est juste qu'au début, c'est dur de se trouver un poste permanent, donc on doit faire des remplacements. C'est qu'après le centre jeunesse, j'ai travaillé au CLSC en santé mentale. J'ai travaillé en social courant. Social courant, c'est les problèmes de la vie, mettons, quelqu'un qui vit une séparation, quelqu'un qui est en questionnement, donc on a fait ça, j'ai fait ça. Après ça, j'ai travaillé aussi à ouvrir un centre de personnes, pour un centre de jour de personnes toxicomanes ici à Dolbeau. On l'avait ouvert tout ça, mais l'agence, à un moment donné, il n'y avait pas de sous pour le payer, il faut qu'on a dû le fermer. Et par la suite, ben, j'ai passé les tests et j'ai réussi à rentrer à l'hôpital de Jonquière en dépendance. Donc, ça fait 14 ans que je fais de la toxicomanie tous les jours, sauf la fin de semaine. C'est pas évident de faire ça parce qu'on est toujours avec les gens qui ont des difficultés, qui font en sorte qu'ils viennent nous voir, parce que ceux qui ne viennent pas nous voir, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu avoir de problème, ou encore là, ils n'ont pas vraiment de problème de consommation. Ceux qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils reconnaissent avoir un problème et ils veulent de l'aide. Donc, toute mon expérience passée me permet de faire une meilleure évaluation de la situation dans le but de mieux aider les gens qui viennent me voir. Fait que vous voyez, ce travail-là m'amène à être, encore là, tous les jours, avoir l'impression que j'aide des gens. Tous les jours, j'accompagne les gens dans leur vie. Je ne dis pas que je suis... je ne sais pas le résultat que ça donne. On ne sait pas parce que souvent, nous autres, les gens, ils viennent nous voir quand il y a des difficultés. Mais quand ils vont bien, ils ne nous rappellent pas. Puis c'est correct, on apprend à vivre avec ça aussi. Sauf que moi, j'ai l'impression que ça donne un sens à ma vie, ça donne un sens à la vie des gens. Puis je considère encore que le départ qui fait que je suis rendu là aujourd'hui, bien, je l'ai eu à l'éducation des adultes. Puis c'est pour ça que je vous invite à travailler fort puis à aller vers les professeurs, vers la direction, quand vous avez des difficultés, plutôt que de lâcher. Parce que des fois, vous êtes juste à côté de la réussite. Puis je sais, dans ce temps-là, il y en a qui ont abandonné, puis aujourd'hui, ils abandonnent encore tout le temps devant les autres. Donc moi, je me considère chanceux d'avoir poursuivi et aujourd'hui de pouvoir être devant vous autres et vous avoir raconté une petite partie de ma vie. Je ne raconterai pas toute parce que je vais me faire ramasser, je vais aller en détention. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Des commentaires, ça fait aussi. C'était très bon. C'est très bon, merci. Mais l'objectif de vous dire ça, c'est vraiment, puis même, c'est vraiment pour vous donner l'idée que tout se peut. Tantôt, quand j'ai parlé de mes 5 secondaires, je n'ai pas une intelligence plus haut qu'à normale, mais pas du tout. Sauf que je sais que c'est ça qui m'a amené à aller. Mes objectifs étaient clairs, donc ça m'amenait à réussir. Ça m'amenait toujours à aller plus loin. Puis ça, là, le désir de réussir, c'est plus fort que. Même tu auras un quotient intellectuel plus élevé. Si tu n'as pas de désir de réussir, tu ne vas pas loin. Mais si tu sais où tu t'en vas, puis des fois, bien, le travail, comme moi, policier puis travailleur social, là, la marge est très mince. Là, parce que tu as des policiers qui sont des très bons travailleurs sociaux. Puis tu as des travailleurs sociaux qui feraient de très bons policiers. Moi, j'ai été chanceux d'être bien orienté parce que j'ai jamais trouvé ça dur. Depuis, autant à l'université que dans mon travail, j'ai jamais trouvé un cas difficile. Puis pourtant, je suis celui qui adore les cas les plus difficiles. Quand un cas n'est pas difficile, j'ai l'impression que je perds mon temps. Puis dans mon organisme, souvent quand il y a des cas difficiles, bien, ils disent on va passer à l'un, il va être capable. Fait que voyez-vous, ça m'amène à réussir là, et ça m'amène à réussir dans mon travail, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, je suis bien là-dedans. Je dis souvent, je lui ai parlé qu'Alain tantôt, je disais, je vais faire encore 1 an ou 2, et après ça, peut-être changer. Pourquoi? Parce que ça vient lourd à la longue de toujours être avec les difficultés des gens. C'est le fun. Pardon? Oui. Puis nous, les gens, quand ils vont bien, c'est rare qu'ils nous appellent. Ils nous appellent quand ils vont pas bien. Puis c'est correct parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais d'un côté, parce qu'à la longue, ça devient un petit peu lourd. Puis en même temps, ben, je me dis que j'ai peut-être autre chose à faire aussi. Un jour, je me disais que je voulais écrire un livre. Je pense que j'en ai écrit des livres. Mais ça m'a passé. Là, je vais plutôt changer de domaine, mais je vais encore faire un autre là-dedans. Allez-vous retourner à l'école? Non, du tout. Non, bien, c'est parce que nous, dans notre travail, on a beaucoup de formations aussi. Puis,
je ne sais pas si c'est le travail social ou la psychologie, mais ce qui fait en sorte que souvent, il y a des gens il y a des chercheurs qui vont toujours réinventer des approches, mais à partir de celles qu'on a là. Donc, on change quelques mots, puis on recrée une approche. Puis on est comme toujours, nous autres, en constante faites études, étudier des programmes, étudier des approches qui font en sorte que ça devient ça aussi, ça fait un peu, ça amène un petit peu de lourdeur. Non, je vais vous dire vraiment, je vais retourner sur la construction. Un petit peu. Parce que j'ai encore des choses à faire là, puis je trouve ça encore intéressant. Puis moi, ben, je suis en toxicomanie, mais des fois, les gens me disent, toi, es-tu indépendant? T'as-tu fait... Je leur dis non, moi, je suis un workaholic. Un workaholic, c'est quelqu'un qui est alcoolique du travail. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Je suis moins alcoolique que du travail, mais j'aime encore ça travailler. Puis pour moi, faire de la construction, ben, c'est pas un travail, c'est un loisir. C'est pour ça que j'ai un désir de retourner. Puis ça va faire moins de pression un peu la journée longue. Là. Ça va me reposer un petit peu. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aussi attentivement. Puis aussi, les profs, ils le font aussi à l'occasion. Quand il y a des gens qui se dirigent en travail social ou dans ces sciences-là, des fois, ils me demandent de les rencontrer pour jaser qu'eux autres de leur choix. Puis je suis toujours ouvert à ça. Je l'ai fait plusieurs fois de rencontrer des gens qui avaient un choix d'aller en éducation spécialisée en travail social ou en psychologie. Puis ils viennent me rencontrer au bureau, puis on jase de leur intérêt, pourquoi ils choisissent ça. Parce que vous savez, en travail social ou en psychologie, des fois on choisit cette science-là parce que c'est une façon inconsciente d'aller régler ses propres problèmes. Fait que quand on les rencontre, on jase aussi de leur choix, puis pourquoi. Puis souvent, ça a aidé les étudiants à faire un choix, soit de poursuivre en travail social ou en psychologie, ou soit carrément de se diriger ailleurs. Puis dans une branche dans laquelle ils vont être bien. Fait que si la porte est ouverte, s'il y a des besoins, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci, Alain. Je repensais à ça pendant qu'Alain nous expliquait un petit peu son cheminement de vie. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous présenter quand même que le but de cette rencontre-là après-midi, c'est vraiment pour la Semaine québécoise des adultes en formation. Pourquoi cette semaine-là? C'est une semaine qui est dédiée vraiment aux apprenants. Donc, elle est dédiée à vous autres. On veut reconnaître votre bon vouloir, on veut reconnaître les efforts que vous faites, puis on veut vous le partager. On veut vous le partager, mais en même temps, on veut vous encourager à continuer dans ce chemin-là, puis d'arriver à vos buts. C'est bien important pour nous. Je vais vous présenter une dame qui est Mme Zoé Bergeron. C'est elle qui chapeaute un petit peu la Semaine québécoise des adultes en formation au niveau de la région. Donc, il y a beaucoup d'activités qui s'est faites. Mme Zoé Bergeron, c'est elle qui chapeaute tout ça, mais qui fait que c'est convivial, et ainsi de suite. Il y a autant au niveau médiatique, autant au niveau des choses qui se passent dans la région. Donc, c'est vraiment elle là, que je dirais qui est notre porte-drapeau de ce côté-là. Donc, merci Zoé d'être déplacée du sud de la région. Jusqu'à Dolbeau. Jusqu'à Dolbeau. Elle est arrivée quand même ici avec ses cartes là, de Google Maps là, pour dire quelle direction on virait quand même. Il n'aurait pas fallu qu'elle se ramasse à Girardville. Finalement, c'est Liette qui m'a aidé au téléphone. Ah oui? Je vais vous parler, je vais vous présenter Mme Marie-Christine. Oui, je m'en viens te trouver. Oui, viens me voir. Je vais te laisser la parole parce que je pense que c'est un petit peu toi qui vas être en mesure de nous dire et de nous parler de tes choses. Bon, ben merci beaucoup. Je suis contente de venir vous voir aujourd'hui. Je suis pas étrangère totalement à la ville de Dolbeau-Mistassini. Moi, j'ai vécu pendant 18 ans de ma vie avec un gars de Dolbeau. Donc, je savais très bien, contrairement à ma camarade Zoé, je savais très, très bien où je m'en venais en partant d'Alma cet après-midi. Ça faisait quelques années que je n'étais pas venue. Ça a changé, hein, en face du métro, puis aussi la rue avec le Jean Coutu, tout ça, il y a des nouvelles constructions. En fait, ouais. Je voulais vous dire, après la conférence de Monsieur Turcotte tout à l'heure, j'étais toute d'accord avec ce qu'il vous a raconté, puis j'ajouterais
que moi, j'enseigne au cégep. Et parmi mes étudiants, très, très souvent, les plus motivés puis les plus vaillants, c'est ceux qui arrivent de l'éducation des adultes. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils ont des objectifs. Ils sont prêts à faire les efforts pour les atteindre. C'est vraiment des étudiants bonbons, ceux qui arrivent de l'éducation des adultes. Souvent, c'est du monde qui ont des familles, hein, des jeunes papas, des jeunes mamans, même des fois du monde un petit peu plus vieux qui font un retour aux études. Ils ont souvent une job en plus pour être capables, comme il disait M. Turcotte, hein, de payer leurs affaires puis tout ça. Mais c'est jamais, jamais, jamais eux autres qui chiolent quand ils ont des lectures ou des devoirs à faire. Ils savent où ils s'en vont. Parfois, il faut accommoder, je comprends. Si, par exemple, moi, dans mes classes, j'imagine que c'est comme ça pour vous aussi, le cellulaire est interdit, hein, puis si j'en pogne un, je le tire par la fenêtre. J'ai envie de le faire, mais je le fais pas. Mais je le confisque, par exemple, jusqu'à la fin du cours. Mais si quelqu'un, par exemple, a un enfant qui est malade, ou, ben là, on accommode. Ou une absence. Bon, on sait qu'il y a des réalités particulières, hein, pour les étudiants adultes comme pour les autres, d'ailleurs. On travaille avec des êtres humains, vous le savez, messieurs. Hein, puis un être humain, ça ne se met pas dans une petite grille de guide pédagogique. Hein? On le sait, nous autres. Alors, donc ça, c'est une partie de... Je porte plusieurs chapeaux, moi. C'est un de mes chapeaux, le chapeau d'enseignante en français, mais je suis aussi écrivain. Donc, j'ai publié maintenant, comme on le disait tantôt, 8 bouquins, 8 livres, donc 4 romans adultes, grand public, et 2 romans jeunesse et 2 recueils de nouvelles. Je suis en train de travailler sur le 9e. C'est fou. C'est comme vertigineux comme chiffre, mais c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Quand j'étais toute petite, avant de savoir lire et écrire, je faisais semblant. J'ai toujours adoré les cahiers, le bruit du papier, là, j'adore ça. C'est comme de la musique à mes oreilles. Mais j'ai toujours eu des papiers, des cahiers, tout ça. Puis là, je faisais semblant. Je savais pas écrire, mais je faisais des petits barbeaux, là, puis je faisais semblant que j'écrivais. Puis là, j'allais lire mes histoires aux grandes personnes. Et puis là, ils faisaient tous des beaux bravos, puis j'étais tellement... Hein, la petite fille était toute fière. Alors, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours inventé des histoires. J'en ai toujours raconté. Et je vais le faire toute ma vie. Je pense que pour moi, ça va arrêter quand je vais arrêter de respirer. Point final. Si vous m'enlevez ça, c'est comme m'enlever un poumon. Ça respire encore, mais pas bien. Alors, voilà. Puis, donc, c'était pour moi doublement réjouissant de venir vous rencontrer pour vous faire la lecture de 3 textes, hein, de la commission scolaire Pays des Bleuets qui ont été sélectionnés pour le concours Ma plus belle histoire, parce que je sais ce que c'est écrire une histoire. C'est dur. Hein? Là, il y a une personne, M. Dany, vous, parmi les textes sélectionnés, mais est-ce que tout le monde a participé? Est-ce qu'il y en a d'autres que M. Dany qui avait participé? Ils sont pas là. Ben, il y en a, oui, mais ils sont pas là aujourd'hui. Ils sont pas là. Est-ce que c'était la première fois que vous écriviez une histoire au complet? Est-ce que c'était difficile? Plus pour les fautes puis les tournures de phrases, mais Ouais. mettre l'histoire sur le papier. C'est ça. Ben, c'est de l'ouvrage écrit. Hein? On s'imagine là qu'on a une belle histoire dans notre tête puis qu'on a juste à la... Hein? On n'est jamais content. Exactement. Puis il faut écrire et réécrire. C'est un métier de persévérance, le métier d'écrivain. C'est jamais fini. Et une fois qu'on envoie notre manuscrit à l'éditeur, après l'avoir réécrit 3-4 fois, hein, parce qu'on n'est jamais satisfait, ben, il nous le renvoie avec encore des corrections à faire. Puis là, on corrige, puis on le renvoie, puis il nous le renvoie, puis ça finit plus. Avec Internet, ça va plus vite. Au début, quand j'ai commencé, on envoyait les manuscrits par la poste. Là. Ça finissait vraiment plus. Là. Avec Internet, ça va plus vite. Mais c'est un travail de persévérance. Vous l'avez constaté en faisant votre histoire. Il ne faut pas se décourager. Hein? Ça prend toujours plus de temps que ce qu'on avait pensé. Puis ça prend toujours une forme autre que celle qu'on avait prévue à l'origine. Hein? C'est un métier aussi, c'est un ouvrage plein de surprises, l'écriture. Je ne suis pas en train de dire que nos personnages nous échappent, là. C'est pas ésotérique comme ça, mais notre inconscient travaille aussi, hein? Notre imaginaire travaille, puis bon, il faut des fois soit le brider un peu et dire « Wow, les moteurs, là, tu vas trop loin », ou bien lui laisser le champ libre, puis le laisser aller.
Donc, je reconnais l'effort que c'est d'écrire une histoire au complet, c'est sûr. Et comme je vous disais, je reconnais aussi les efforts que c'est d'aller aux études, de retourner aux études, de finir son secondaire, puis de se donner des objectifs et de ne pas se décourager. Fait que voilà, je vous salue et je vous admire beaucoup. Vous êtes des gens très courageux. Vraiment. Je le pense sincèrement. Alors, je vais vous lire les 3 textes. Je vais commencer par les 2 qui ne sont pas là. Je vous garde pour le dessert. Ça va? Le premier, c'est une mention spéciale. Ça s'intitule Migwazi. Toujours se rappeler. Bonjour. Mon nom est Madju. Je suis autochtone. Je viens de la communauté de Wemotachi. J'aimerais tout d'abord vous partager le sens significatif de l'aigle pour moi. Il amène les prières au Créateur de tous les êtres vivants de la terre-mère. Il voit à travers l'âme de tous et chacun. C'est l'être qui est le plus proche du Créateur. Quand on lui demande d'amener notre prière au Grand Esprit, il le fait, car il croit aux humains et à leur bonté. Quand l'aigle nous parle, c'est avec son cœur, et souvent on l'entend sous forme de cris, résonnant à travers l'air et perçant les nuages. L'histoire que j'aimerais vous partager est celle de mon fils, Migwazi, aussi appelé Tommy Lee. Un jour, celui-ci me posa une question sur la mort. Il disait « Pourquoi chaque être vivant doit mourir? Pourquoi on est obligé de quitter les gens qu'on aime? Est-ce qu'en les quittant, on ne les aime plus et on les oublie? » Longuement, je réfléchis à sa question et quelques jours passèrent. Après, je lui répondis « Migwazi, la vie ne nous est que prêtée. Cette vie qu'on vit appartient au Créateur, et en la vivant du mieux qu'on peut, on honore le Grand Esprit de nous l'avoir prêtée. » Tommy Lee oublia les questions sur la mort. Les semaines défilèrent, les jours passèrent et je le regardais grandir. Puis en 2006, le 15 avril à 9 heures du matin, il découvrit le corps de sa mère pendu dans les toilettes. Il avait 6 ans. Ce jour-là, je me souviendrai toujours quand il est venu en pleurant dans mes bras en me disant « Papa, papa, maman est morte, elle ne respire plus, elle est partie », disait-il en regardant par terre attristé. Pourquoi maman est-elle partie? Est-ce parce qu'elle ne nous aime plus? Je le regardais embrasser une dernière fois sa mère avant que je ferme le cercueil. Il me dit, après être allé au cimetière, enterrer l'ange qu'il avait mis au monde, « Papa, j'aimerais aller au lac Coucou avec toi, grand-père et grand-mère. » Par la suite, je lui dis, « Après ton année scolaire, Ngosis, mon fils, on ira rester là-bas pour l'été. On doit continuer à vivre. Un jour, on sera tous ensemble à nouveau quand le Créateur viendra reprendre ce qu'il nous a prêté. Ce jour-là, quand tu traverseras le soleil, tu reverras ta mère et je serai avec elle en train de t'attendre. Que tu finisses de parcourir le chemin de ta vie que le Grand Esprit a tracé pour toi. » L'été arriva, et la fin de l'année scolaire sonna. Comme promis, j'amenai Tommy Lee au lac Coucou pour passer l'été au chalet familial avec le reste de la famille. Un certain matin, il me réveilla de bonne heure, juste avant que le soleil illumine les lacs et les rivières. Attristé, il me demanda de lui préparer des crêpes et un chocolat chaud. Je me levai et pris le temps de lui préparer un bon déjeuner. Après le repas, il me demanda d'aller se promener en VTT. Par la suite, je me mis à penser à lui, à comment il devait se sentir au moment où il avait découvert sa maman. J'amenai mon fils au lac Coucou, ce lac où nos ancêtres avaient vécu. En arrivant au bord de l'étendue d'eau, Tommy Lee voulait que je l'amène à la petite plage située à quelques minutes de là où on était. Cet endroit où il aimait s'amuser avec sa mère lui rappelait beaucoup de souvenirs. Il se sentait bien quand il ressentait la présence de sa mère. En arrivant au bord du lac, Tommy Lee débarqua du tout-terrain en courant vers la plage. Il pleurait. Il venait d'apercevoir un aigle à tête blanche qui volait à côté de nous pendant qu'on roulait. Sous le choc, il se mit à l'appeler très très fort avec un cri provenant de son cœur. Il dit, dans ma langue atikamekw, « Mixiou, Mixiou, Pekiwiri, sa, Njuju, Ewe, Mixiou, Gwichim, sa, Kijimantu, Kichipeuzi. » Je me suis pas pratiquée. « Gigiwerash Nikawi, Ewe. »
Ce qui veut dire en français « L'aigle! L'aigle! Ramène-moi ma maman, s'il vous plaît, l'aigle! Va demander au Créateur de ramener ma maman, s'il vous plaît! » L'aigle écouta la complainte de mon fils, Migwazi, et se retourna la tête en le regardant avec un regard accablé de douleur. L'aigle lui répondit avec un cri si fort que mon cœur se mit à palpiter et à vibrer à la tonalité de ce cri. Les cœurs ne pouvaient pas rester insensibles face à la douleur qu'éprouvait mon fils ce jour-là. Le cri de l'aigle résonna au loin, faisant de l'écho dans les montagnes. Quand je vis Tommy Lee à genoux face au lac, je regardai les larmes couler sur ses joues, suppliant le grand esprit de ramener sa mère et d'écouter sa prière, car je voyais à quel point il avait mal dans son cœur. Là, je le pris dans mes bras et le serrai très fort contre moi en lui disant que je savais ce qu'il vivait et que je comprenais sa douleur, car moi aussi je vivais la perte de sa mère. Je lui dis qu'elle serait toujours avec lui, que partout où il irait, elle serait là, avec lui, car elle continuerait à vivre dans son cœur. Mon fils me regarda les yeux pleins de larmes et me sourit. Là, j'ai réalisé comment il se sentait face à la perte de sa plus grande confidente, sa mère. Depuis ce jour, le lac Coucou restera toujours significatif pour moi et lui, car mon fils continuera avec fierté et courage de raconter son histoire. C'est là qu'il va continuer à grandir et où je verrai croître mes petits-enfants avec honneur et respect, partage et amour. Chaque fois que j'entends le cri d'un aigle, ça me ramène toujours au bord de ce lac où j'étais impuissant face à la douleur de mon fils, Migwazi. Remerciement à un ange nommé Laurie Chouinard qui m'a aidé à rédiger et à corriger cette histoire. Miigwech, merci. Et c'est signé par Mathieu Coucou, premier cycle. Mathieu, qui se dit en Atikamekw, Madjou. Du village de Wemontachi, donc c'est 1 heure de route dans le bois au nord de la Tuque. Je suis un étudiant au centre d'éducation des adultes d'Orléans. C'est ça. Moi, il vient d'où, j'avais compris. D'où est-il originaire? Donc, c'est écrit, je pense, oui, au centre L'Envol, à Robertval. Ouais, alors, oui, je fréquente beaucoup les communautés atikamekw et je crois que cette histoire est vraie. J'ai des bonnes raisons de le croire. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu de misère. J'ai des amis très chers dans les communautés atikamekw, puis ça me touche beaucoup. Oui. Et c'est vrai que l'aigle est important. L'aigle, c'est Mixiou. Mixiou, c'est vraiment un symbole très puissant pour les Atikamekw. Tu apprends la langue, hein? Oui, j'apprends la langue Atikamekw. Méchant défi. Ouais, quand même, c'était bien la partie où est-ce que c'était écrit. Oui, bien, c'est probablement que si l'auteur avait été là, il aurait beaucoup ri en me reprenant souvent, mais oui, j'apprends la langue. Pour moi, c'est une façon de me rapprocher. Hein? Ça doit être quand même dur à apprendre. Moi, je trouve pas ça dur. C'est du travail, mais c'est pas dur. C'est long, mais c'est pas dur. J'ai beaucoup de plaisir à apprendre une nouvelle langue, moi. C'est comme, apprendre une langue, c'est comme se rapprocher un petit peu plus des gens qui la parlent. Parce que la langue, c'est l'âme d'un peuple. Hein. Alors, puis les peuples autochtones, ils tiennent fort à garder leur langue, hein, parce que c'est leur âme qui est un peu en déroute quand les langues disparaissent. Donc, pour moi, faire l'effort d'apprendre leur langue au lieu de les obliger à apprendre la mienne, c'est aussi un beau retour des choses. J'estime que je leur dois bien ça, puisqu'ils m'ont donné tellement des beaux mots dans ma langue française, hein, qu'on a juste au Québec. Comme, je sais pas moi, Tobagan. Il y en a plein, hein? Il y en a plein des mots des langues autochtones dans la langue française du Québec. Alors, je peux bien faire un petit effort pour eux, pour aller à leur rencontre. C'est plein de poésie. C'est une très belle langue, la langue atikamekw. Alors, on va changer de région. Je m'en vais. Non, je suis à Dolbeau. Au parcours. C'est Dani. Ah! Je me suis trompée, oui. Histoire de Dani, c'est ça qui m'a confondu. Oui, je m'en vais à Saint-Félicien. C'est l'autre Dani. Et là, vous me confondez, là. Ça va faire les Dani, là.
En plus que je suis émue, là, c'est tout. Alors oui, à Saint-Félicien, désolé. Je me nomme Dani. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Je suis allée à l'école comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde, parce que moi, j'étais un cas. Depuis ma maternelle, je suis dans les classes spéciales. C'est pas toujours drôle. On se sent tout le temps à part des autres. On est mal à l'aise d'être en groupe avec des handicapés physiques qui attirent toujours l'attention sur eux, donc sur nous aussi. Les copains nous voient venir et ne nous font jamais de place dans les jeux. On est tout le temps tout seul. Quand j'ai fait ma 5e année, j'étais enfin dans un groupe régulier. C'est certain que ce n'était pas toujours facile et même plus souvent c'était difficile. Je rencontrais une spécialiste et un psychologue régulièrement, mais j'arrivais pas à tout comprendre. Après ça, c'est le secondaire. Je me retrouve en IATC. Encore un clan à part. J'aurais tellement souhaité des cours réguliers. Les profs nous regardent drôlement, les étudiants aussi. C'est gênant. Je ne suis pas bien là-dedans et pourtant ça va durer 4 ou 5 ans. Par la suite, j'ai pris des cours avec le regroupement bouche à oreille. C'était plaisant. J'apprenais des choses et aussi les autres ne me regardaient pas comme si j'étais une bête curieuse. Aujourd'hui, je travaille dans un garage de motoneige et de 4 roues. Je vis en appartement avec une personne. J'ai une voiture. Je suis encore des cours de français. J'ai pris beaucoup d'assurance. Je trouve que j'ai bien réussi quand même malgré toutes les difficultés que j'ai eues. J'ai écrit tout cela parce que je voulais dire aux parents qui ont des enfants qui vivent avec des troubles d'apprentissage d'essayer de les comprendre, de les aider, de les écouter quand ils racontent ce qu'ils vivent. Surtout ne les regardez pas comme s'ils étaient à part des autres. Donnez-leur beaucoup d'affection, apprenez à dialoguer avec eux, essayez de ne pas les blesser en paroles ou en gestes. Comme cela, vous allez les aider et les encourager à travailler. C'est tellement important. Je sais, moi, que si mes parents ne m'avaient pas aidé comme cela, je ne serais pas passée à travers. Amicalement. Dani Fortin, Intégration sociale, Centre Le Retour Saint-Félicien, Commission scolaire du Pays des Bleuets. Ça me fait penser à mon petit frère. Mon petit frère, il est pas si petit que ça, là. Sa garantie achève il y a 39 ans cette année. Mais c'est mon petit frère parce que j'ai 9 ans de plus que lui. Hein? Donc, il a toujours été mon petit protégé. Et mon petit frère, il avait des troubles d'apprentissage, mais à l'époque, on ne diagnostiquait pas ça. Moi, je viens d'un petit village de la Gaspésie et il y avait pas, l'école n'était pas outillée pour identifier et aider, soutenir. Et mon frère n'a jamais fini son secondaire 2. Alors, il vit, il travaille, il fonctionne très bien. C'est un gars super brillant. Mais moi qui suis enseignante et qui suis mieux outillée que mes camarades pouvaient l'être il y a 40 ans, 35 ans, ce que je vois dans mon frère, c'est un grave déficit de l'attention avec hyperactivité. Alors, s'il avait eu l'aide nécessaire, probablement, parce que c'est un gars qui aime apprendre, qui est curieux, il a découvert qu'il aimait lire des livres à l'âge de 35 ans. Et là, il lit des grosses briques. Hein? Mais à l'école, il n'était pas capable de lire ce qu'on l'obligeait à lire. Et il n'était pas soutenu comme il aurait pu l'être. Fait que à toutes les fois que je vois des élèves qui ont des troubles d'apprentissage au cégep, on a maintenant du support pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Tout le monde est intégré dans les classes avec tout le monde. C'est sûr que c'est un petit peu plus d'organisation, mais tout le monde a les mêmes chances de réussite. Et quand je vois ça, puis quand j'entends des fois des camarades de professeurs, parce que c'est sûr c'est plus d'organisation. Des fois, on rote un peu, là, parce que, bon, encore un autre élève, un autre cas particulier, là, il faut s'organiser, blablabla. Bla. Mais je pense à mon petit frère. Je me dis, Colin, s'il avait eu ce support-là, il serait allé loin. Il serait vraiment allé loin. C'est vraiment un gars brillant. Moi, j'ai fait une maîtrise. Je veux dire, on a les mêmes gènes. Fait qu'on est sûrement, minimalement, aussi intelligents l'un que l'autre. Hein? C'est juste que l'intelligence est organisée autrement, dans les deux cas. Fait que je vous dis ça pour vous encourager aussi à poursuivre si vous avez, vous, des troubles d'apprentissage. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous empêche d'avancer. Jamais, jamais, jamais. On apprend moins vite, on apprend pareil. Ou on apprend autrement, tout simplement. Ah, bon, Dani, je t'ai-tu fait attendre assez longtemps? Dans le feu de l'action.
Nous sommes en 2005. Il est 6h30 et je viens de terminer mon petit déjeuner. Je suis assis et j'attends de savoir quelle sera mon affectation pour aujourd'hui. Cette année, les feux de forêt sont particulièrement violents dans le secteur de Chibougamau. Pour le moment, je ne suis qu'un combattant qualifié, mais un jour je serai pompier forestier, me dis-je tout bas. À cet instant précis, nos chefs d'équipe, les pompiers, sortent des bureaux, cartes et plans de combat à la main. Paul, un pompier d'expérience, se dirige vers moi et me jette des clés en disant « Tu conduis, je vous expliquerai le plan de combat en route. » Ainsi, Paul, Guillaume et Claude, les deux autres combattants de l'équipe, et moi, partons à destination de notre lieu d'affectation. À cet instant, nous sommes loin de nous douter de l'expérience incroyable que nous allons vivre. Partis de la base du lac Caché sur la route 167 direction sud, notre chef d'équipe nous explique notre mission de la journée. « Aujourd'hui, les gars, nous sommes sur le flanc gauche du feu 201, nous dit-il, l'air un peu déçu. Cette portion de l'incendie est assez calme, mais nous avons à y monter une ligne de boyaux sur environ 500 mètres. Nous informe-t-il en souriant, sachant très bien que ce sera une tâche ardue. Arrivé au site de transition, un petit hélicoptère, un Notar bleu foncé, nous attend. Steve, un pilote de plus de 20 années d'expérience, est assis aux commandes de celui-ci. Sans perdre notre temps, Guillaume, Claude et moi prenons place à l'arrière dans le minuscule habitacle. Paul et notre pilote, tous deux à l'avant, discutent de notre endroit de travail. Après un bref vol d'une dizaine de minutes, Steve demande « Paul, si je vous dépose là sur la pointe à gauche de ce petit lac, ça fait ton affaire? » Paul répond alors que cet endroit est parfait. Une fois au sol, la machine posée sur la mousse humide et un peu molle, l'équipe procède au déchargement du matériel de suppression. L'hélicoptère s'en retourne et nous mangeons une petite bouchée avant de commencer à monter notre ligne de boyaux dans un flanc de montagne abrupt et chargé d'arbres renversés. La progression va bien malgré le terrain difficile et la chaleur torride. Il est 11 heures, le soleil est presque à son zénith quand Paul nous dit « Bon les gars, il fait très chaud, buvez de l'eau en masse et prenez ça cool. Je ne voudrais pas que quelqu'un fasse un coup de chaleur. » À ce moment-là, on se tape dans les mains. « Wow, ça a bien été! Hein? » s'exclame Guillaume avant d'avaler presque entièrement sa bouteille d'eau. Paul, les yeux tournés vers le ciel, semble distrait, mais nous ne portons pas vraiment attention à ce qu'il regarde. En fait, il examine la cime des arbres et nous dit d'un air inquiet que le vent a tourné. Claude, qui n'en est qu'à sa première année de combat des incendies de forêt, sourit et lui demande « Ça fait quoi, ça? » Notre chef d'équipe lui explique alors que le vent a changé de côté et que c'est maintenant notre équipe qui travaille à la tête du feu, ce qui signifie qu'à tout moment, ça peut devenir assez rock'n'roll. Un lourd silence s'installe alors au sein de l'équipe. Paul est toujours en train de regarder vers le ciel, mais cette fois, son attention est tournée vers autre chose. « Regardez ça, les gars! » nous dit-il, l'air satisfait en pointant vers l'ouest. Un beau panache de fumée grisâtre commence à se former juste devant nous. Notre chef d'équipe, fidèle à son habitude, nous sort alors sa réplique habituelle. « Vous sentez-vous à l'aise avec ça? » Voulant savoir si nous sommes prêts à faire une attaque initiale. On se regarde tous les trois, les yeux remplis d'étincelles. Je prends alors la parole et dis « C'est clair qu'on attaque ça, Paul. » À cet instant précis, une voix se fait entendre émergeant de la radio de Paul. « Paul pour Gilles, es-tu à l'écoute? » C'est notre chef de section chargé de notre sécurité qui, au même moment, passe au-dessus de nos têtes. « Oui, vas-y Gilles, je t'écoute. »« As-tu vu ça? »« Oui, bien sûr, on s'apprête à le pogner, » dit Paul. « Non, non, je te parle pas de cette petite crotte de nez à l'ouest, je te parle de ce qui s'en vient derrière vous. »« Oh merde, on évacue au pad, vite !» hurle Paul, les yeux remplis de terreur. C'est là que je le vois. L'immense panache de fumée noire. La combustion est telle qu'on peut apercevoir la couleur orange des flammes qui s'affolent à travers la fumée bronze et noire. En temps normal, on nous demande de ne jamais courir en forêt, mais cette fois-ci, c'est différent. Il faut que l'on se fasse sortir de là sans perdre un instant. En arrivant à l'endroit où nous sommes débarqués plus tôt, un frisson de déception me parcourt le corps. L'hélicoptère qui doit nous sortir de cet enfer n'est toujours pas arrivé. Je me ressaisis et me dis que ce n'est pas trop grave, qu'on est tout de même en sécurité sur le bord du lac. En quelques secondes, de l'autre côté du plan d'eau, tout s'embrase. Les flammes sont si intenses que l'on peut même sentir la chaleur d'où nous sommes. L'une d'elles monte très haut et est soufflée par le vent. Aussi incroyable que ça puisse paraître, celle-ci se détache et vient enflammer notre côté du lac, juste au moment où le pilote arrive à notre rescousse. L'hélicoptère ne touche même pas encore le sol quand Paul ouvre la porte et crie
dans le but de bien se faire entendre dans le bruit du rotor principal qui fend l'air et du grondement assourdissant du feu. « Ramassez vos sacs et montez vite! » Sans faire ni une ni deux, nous sautons à bord. Nous ne sommes même pas encore attachés lorsqu'on décolle, le feu se rapprochant de nous à une vitesse fulgurante. Heureusement, nous sommes tous sortis sains et saufs de ce brasier infernal. Tremblants, non pas de peur, mais fouettés par l'adrénaline, nous regardons notre lieu d'évacuation qui se fait inexorablement engloutir par les flammes. L'incendie avait maintenant pris littéralement vie, tel un monstre dévorant tout, ne laissant sur son passage que cendres et désolation. Ce jour-là, j'ai compris qu'aussi calme qu'un incendie de forêt puisse paraître, il y a toujours un énorme risque de se retrouver dans le feu de l'action. Et c'est signé Danny, c'est comment on prononce ton nom de famille? Kente, Danny Kente, donc 2e cycle, Centre d'éducation des adultes, le parcours de Dolbeau-Mistassini. Bravo. Que d'adrénaline. Hein? Et est-ce que le rêve de devenir pompier chef tient toujours? C'est réalisé? Bon. Alors, je parlais de mon petit frère tantôt. Ben, il est lieutenant pompier maintenant. Il avait commencé ça. Il était trop gêné. Mon père l'avait poussé d'un pompier volontaire à 18 ans pour le sociabiliser un peu. Et puis maintenant, ben, il est rendu lieutenant. Puis il est super bon. Puis il est super fier de ça. Fait que vous avez ça en commun aussi, la persévérance et les pompiers. Donc, ben, je vous remercie. Vous avez une bonne écoute. C'était beau, c'est touchant, hein, les histoires. Moi, ça me... Vraiment, continuez d'écrire. Je veux juste vous dire, avant de laisser Zoé prendre ma place, elle va faire un petit tirage. Vous n'avez pas besoin d'être bon en français pour écrire. Pour écrire, tout ce que ça prend, c'est une histoire à raconter. Elle n'a pas besoin d'être palpitante. Elle peut même être plate. Vous pouvez écrire juste pour vous. Ça fait toujours du bien. C'est souvent le meilleur moyen qu'on a pour exprimer des choses qu'on a de la misère à dire avec notre voix, avec nos paroles. L'écriture, ça nous défoule, ça nous permet... Puis savez-vous quoi, moi, des fois, dans mes livres, là, je vous dirai pas qui, bien sûr, mais dans mes vrais livres publiés, là, chez des éditeurs, il y a certains des personnages qui sont du monde pas fin, que j'ai mis dans mes histoires, puis à qui j'ai fait arriver du mal. Ça fait tellement alors, mais je le ferai pas pour de vrai, mais dans la fiction, je les nomme pas pour de vrai, ils se reconnaîtront jamais de toute façon, mais moi je le sais. Hein? Fait que écrivez, continuez, Danny, puis bravo pour vos efforts, puis vous les profs, pour votre beau travail. Merci beaucoup.